très importante. Pourquoi? Elle est très importante parce qu'elle permet de rappeler les produits que l'on a déjà mis en vente sur un lieu de vente précis, en fait. C'est-à-dire qu'en cas de problème, lorsqu'on met en vente un produit, si un problème est rencontré, le problème peut être rencontré soit par le consommateur qui va dire, ou bien par une série de consommateurs qui va dire, bon, en ayant mangé tel ou tel produit, nous avons eu ceci et tout. Soit par l'entreprise elle-même, parce qu'il y a des produits qui sont mis sur le marché et leur résultat d'analyse vient plus tard. Donc, et des fois aussi, ça peut être par le distributeur également qui va constater qu'il y a tel truc qui s'est passé. Or, quand on n'a pas des éléments pour tracer les produits, on ne peut pas savoir exactement quel lieu de vente on va cibler. Vous voyez? Donc, on va être obligé de rappeler peut-être tous les territoires nationaux pour pouvoir ramener ces produits et tout pour pouvoir les rappeler dans l'usine. Donc, c'est quelque chose d'important. Les normes, comme j'ai dit, les normes qualité ne regardent pas la taille de l'entreprise, en fait. À partir du moment où on est producteur, on doit s'arrimer aux normes. Tout à fait. Merci pour Tout à fait. l'intervention déjà, Nathalie, parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Chacun d'entre nous doit s'arrimer aux normes dès qu'on fait déjà des produits pour la consommation du grand public. Monsieur Iku, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, peut-être bien spécifier que en fait le code barre aujourd'hui, pourquoi on parle du 2D, c'est dire qu'on va effectivement avoir une progression. Donc le commerce de demain, il faudrait qu'on anticipe déjà. Ce n'est absolument pas encore une obligation, mais quelque part, c'est de commencer à anticiper. Donc on estime d'ici 2027, on passera essentiellement à cette partie de code barre 2D, même pour les grandes surfaces. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'avantages en termes simplement d'informations sur la date de péremption, le numéro de lot et autres. Donc, les supermarchés pourront gérer de manière plus dynamique et même le fabricant en lui-même. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de préparer. Mais cette transition, elle se fait avec un début où on pourra utiliser le code barre comme on l'utilise aujourd'hui et à la fois avoir un QR code remonté à côté pour vraiment avoir une infinité de possibilités au niveau digital et progresser. Et c'est un gain également pour le fabricant parce que faudrait pas oublier que le code barre 2D permet de vraiment ouvrir une infinité d'informations au niveau digital qui engage énormément les consommateurs. Donc, par exemple, si on a un produit, on va avoir les lieux de vente. Ça, c'est du pur aussi en termes de marketing. Ça permet en scannant d'avoir, par exemple, un lien sur les lieux de vente pour assurer le consommateur, peut-être sur la norme, comme Nathalie venait de souligner, ben, ça permet directement d'avoir si ce produit il est conforme pour l'utilisateur. Donc, il y a un nombre d'engagements illimités qui permettront effectivement très, très rapidement aux producteurs de pouvoir générer un chiffre d'affaires, en tout cas plus augmenté. Et pour répondre à l'autre question, il n'y a pas vraiment un coût. C'est-à-dire que ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est que quand on a un code barre 1D, l'élément le plus important, c'est le numéro unique, le numéro de passeport du produit qui est international, qui est le plus important. Une fois qu'on l'a, c'est la première clé qui va être mise derrière le QR code. Après, il y a plusieurs autres informations sur le marketing, sur la conformité, sur la qualité qui peuvent essentiellement être mis derrière. Mais le plus important, c'est que même le QR code remonté commencera avec ce numéro unique. Donc, il n'y a pas de coût parce qu'il y a des générateurs qui vont se faire de cette manière. Donc, il n'y a pas un coût supplémentaire, aucunement, si ce n'est qu'au niveau de l'infographiste ou autre qui va pouvoir le faire. Mais par exemple, GS1 et GS1 Cameroun accompagnent ceux qui sont déjà prêts à générer leur QR code augmenté de manière gratuite parce qu'en réalité, ils ont déjà le numéro de la carte d'identité. Maintenant, mettre les différents types d'informations qu'ils souhaitent, ben, on est là pour accompagner, pour donner ce bénéfice, effectivement, et qu'ils puissent voir tout l'aspect et la force digitale du QR code augmenté. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes ces questions, mais c'est l'essentiel en fait. D'accord.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Monsieur Kandem, je ne sais pas si on a répondu à vos questions avec l'intervention de Madame Nathalie et Monsieur Oui, Fabrice. je pense que ça a été abordé très bien. Merci. D'accord. Super. Alors, on va déjà dire bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, Madame Pauline et Madame Grace. Je ne sais pas si vous nous écoutez très bien. Vous nous avez un peu pris au milieu du chemin, mais il n'y a pas de souci. Je crois qu'avec l'avancement, vous allez nous rejoindre. D'accord. Alors, Madame Nathalie, Monsieur Fabrice vient de dire quelque chose qui est très important. Oui, Madame Pauline, vous avez une question? Allô, Madame Nathalie, vous avez une question? Alors, comme je disais, Madame Pauline, vous avez une question? OK. Madame Nathalie, Monsieur Fabrice a dit aussi que aujourd'hui pour oui, Madame Rose, une question? Oui, moi je voudrais savoir, est-ce qu'on peut appliquer le code barre même sur les produits qui ne sont pas encore certifiés? Alors, je vais laisser Madame Nathalie répondre. Ensuite, on va suivre. C'est deux entreprises totalement, deux organisations différentes. Enfin, quand je dis deux organisations, entreprises, organismes différents, la certification d'un produit aux normes camerounaises, elle est faite par la norme. Le code barre l'identification unique du produit à travers le code barre, c'est fait par GS1 Cameroun. Donc, vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre, mais les deux peuvent être faits en fait. OK, super. Parce que les deux sont importants pour le produit. Voilà. Je crois que la réponse de Madame Nathalie est très claire. C'est au niveau de l'importance. Pour le produit, les deux sont importants. Et votre question, je crois que c'était beaucoup plus, est-ce qu'il faut d'abord avoir la certification, c'est ça? Oui. Non, pas forcément. Est-ce Pas qu'il faut forcément. absolument Non, d'abord avoir la certification avant d'appliquer le code barre? Non. non, non. Monsieur Fabrice, je voudrais que vous... Oui, moi j'ai envie de dire que en fait, comme Nathalie l'a dit, les deux doivent être faits, mais c'est pas qu'il y ait un qui, on va dire, est une précondition à l'autre. Donc c'est vraiment comme on le sent. On peut avoir son code barre en avance et faire sa certification par la suite. C'est le même code barre, ça ne change pas. On peut faire sa certification et prendre son code barre. Par la suite, ça ne change pas. C'est dit qu'il n'y a pas un lien de conditionnalité, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est deux éléments totalement séparés et on peut prendre l'un et faire l'autre après, vice-versa en fait. Super. En fait, les deux sont importants pour comment dire, en termes de crédibilité du produit. Hein. En termes de crédibilité, même si ça n'a pas la même cible. Par exemple, un code barre, enfin, GS1 Cameroun, c'est un code unique, en fait, qui identifie le produit. C'est comme la CNI de quelqu'un ou l'acte de, voilà, ou l'acte de naissance d'une personne, d'un produit, en fait. À partir du moment où il est sur l'étiquette du produit, on peut aller chercher, aller voir de quel produit il s'agit, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Et l'avantage fondamental, comme je dis toujours aux entrepreneurs, c'est que ces codes-là sont standardisés, c'est-à-dire c'est unique dans le sens où comment dire, il y a une codification internationale qui est reconnue. Donc, dès qu'on voit les trois premiers chiffres-là, nous donnent exactement de quel pays vient le produit. En fait, dès qu'on voit 617, on sait que le produit vient du Cameroun. Donc, c'est un gros avantage en termes d'étiquetage. Je peux même dire, en fait, en termes question norme d'étiquetage, c'est comment dire, c'est une mention obligatoire, même si c'est pas matérialisé dans la norme que c'est une mention obligatoire, en fait, parce que c'est les autres normes qui, qui, qui disent qu'il faut, en fait, sans le dire, hein, qu'il faut mettre en place une identification unique du produit, en fait.
C'est-à-dire, on va voir ça dans la norme ISO 22000 ou bien dans la norme ISO 9001. Donc, pour vous dire, en fait, tout ça là, que c'est un élément très important qui est obligatoire si on veut mieux vendre son produit dans le monde. Donc voilà. Super, super. Madame Pauline, vous avez réussi à débloquer votre numéro, votre micro. Je crois que vous voulez demander, vous avez une question, vous voulez poser. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais, Bonsoir. oui, je voudrais savoir, oui, en effet, elle a posé une autre question à ce que je devais demander. Si on devait avoir la certification avant de faire la code. Et les deux, les procédures à tenir. Pardon, mon français n'est pas vraiment bon. Les procédures à tenir pour arriver à avoir ces codes. Okay. Okay. Thank you, Madam Pauline. There's no problem if you want to speak in English. I think most of us here, Cameroon is bilingual, and people that will get to this video, we have to understand also French and English, so there's no problem. For the procedure, there's no problem. Okay, thank you. I will send it to you after this presentation. Now we are discussing. I think for your first question, Madame Nathalie and Mr. Fabrice have answered the question. Only if you have not gotten the answer. Okay. No, I got it. Okay. I got it because it say if not all two years are important. Yes. And it is not like you must have the order before having the order. You can do it simultaneously. Yes, or you can do one before the other. Yes. So there's no problem. Yeah. Okay. Yes, or you can do one before you do the other. Okay. But it is not like having one that guarantees you to have the order. Exactly. Not correlation. Okay. Okay. But both are very important, as Nathalie just mentioned. Oui, Monsieur Kandem, vous avez une question? Oui, tout à fait. Donc, je voulais enclencher un peu plus sur le code barre 2D, avec les avantages, comme M. Fabrice disait tout à l'heure, direction marketing, point de vente, constitution de produits, parce que je pense que c'est une information très capitale pour mes clients. Alors, lorsque justement j'ai ce code barre 2D implémenté et qu'il y a des variations, changements de formulation du produit, évolution au niveau des points de vente, est-ce que c'est possible de mettre ces codes à jour? Donc, est-ce qu'il faut générer un nouveau code ou bien est-ce qu'il faut... Déjà, ça se passe comment déjà si lorsqu'il y a un changement à ce niveau? Donc, c'est un peu ça le volet de ma question. Merci. Merci, M. Kandem. Ça, c'est une très, très bonne question. Vraiment, pour démystifier cela, c'est de dire que derrière le QR code augmenté, il y a certaines informations dynamiques qui peuvent être mises, notamment, on l'a dit, numéro de lot, série, autre. Mais le plus important, c'est que au niveau de ce code barre augmenté, il y a ce qu'on appelle GS1 Digital Link, qui est une grande plateforme directement dynamique qui permet de remplir toutes ces informations, notamment si on veut faire pointer tous les lieux de vente là-dessus, de pouvoir justement avoir derrière ce code, en plus des informations dynamiques, les informations, par exemple, qui vont diriger vers les lieux de vente. Ce qui veut dire qu'en cas de remplacement d'informations, de mise à jour, vous avez accès vous-même à cette partie de plateforme après un entraînement et autres, on tient la main pour pouvoir faire ces mises à jour. L'idée étant que c'est toujours le fabricant ou vous-même qui accompagnez qui devrait modifier vos informations. Donc, GS1 n'est pas responsable, on va dire, de ces informations. Si on donne des informations sur son produit, c'est le producteur lui-même qui renseigne ces informations. Maintenant, ce sont des informations tout à fait via Digital Link, donc cette plateforme, qui vont vous permettre de générer effectivement et de faire ces mises à jour. Et pour répondre à la question, oui, on peut effectivement changer d'informations et ça va faire en sorte que ça pointera vers des informations plus à jour. Donc, on va vraiment vers une infinité d'informations derrière le QR code augmenté, mais avec toujours le fabricant qui prendra la main sur ses propres informations. Super. OK.
je voulais déjà, on va passer à notre, on a beaucoup de questions, je sais, mais il faudrait qu'on avance un peu. Madame Nathalie, ce que je voulais demander, c'est aujourd'hui, on sait, le code barre 2D, il veut être implémenté parce qu'il vient résoudre beaucoup de difficultés derrière. Par exemple, je, moi, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Comment est-ce que on fait pour regarder les propos, pour déstocker les produits qui arrivent presque à expiration, ou bien la date de péremption arrive presque à échéance. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans les supermarchés, ou bien sur le marché en général? Des stockages de produits En fait, c'est le suivi des dates de péremption, c'est un gros challenge, hein. C'est un gros challenge dans les supermarchés, puisque ils doivent mieux, plus ils vendent un produit qui est loin de sa date de péremption, plus ils se portent financièrement, en fait. Et puis, il y a des réglementations là-dessus, je veux dire, c'est assez suffisant, c'est un gros challenge. Et pour relever ce challenge-là, ils mettent en place des outils appropriés, tout simplement, comme les codes barres. Je crois que GS1 sera à même de mieux répondre sur comment ça se déroule. Non, ici, on voulait d'abord savoir comment est-ce que c'est fait aujourd'hui. Donc, je suppose que avec votre réponse, ça nous montre qu'aujourd'hui, c'est fait de manière visuelle. En fait, On fait ça de manière visuelle, on suit juste. manière visuelle, en fait, je veux dire, c'est très lourd, ce sont les inventaires, il faut forcément attendre les inventaires, ce genre d'outils. Pour ceux qui en ont, en fait, et les inventaires, dans un supermarché, on ne peut pas en faire, s'il est grand, en fait, on ne peut pas en faire tous les jours, pratiquement. On ne peut pas en faire tous les jours. Pour qu'il fasse même ça une fois par mois, il faut qu'il soit très, très bien organisé. En fait, ça demande toute une organisation et ça demande énormément de frais, en fait. Donc, puisqu'il faut mobiliser les gens, il faut aller compter, il faut aller. Comment dire, c'est le seul moyen c'est le moyen manuel qui est généralement fait dans les supermarchés, dans les magasins d'une manière générale et les plateformes de gestion de stock. C'est grâce aux inventaires et ça, c'est pas du tout possible tous les jours, en fait. Ok, donc, Monsieur Fabrice, ici maintenant, je pense que les informations qui sont recueillies sur ces produits-là, tels que le numéro de lot, le numéro de série, date de péremption et production, je suppose que c'est stocké dans une base. Et comment est-ce que ça vient résoudre ce problème-là, concrètement? Ben, c'est plusieurs points, hein. Quand on dit date limite de consommation, si je prends l'exemple des supermarchés, c'est assez important. Ils ne peuvent pas vendre des produits, comme Nathalie l'a dit, impropres à la consommation. Donc, directement, en faisant rentrer le produit, ben, on recueille de manière automatique en scannant le produit les informations qui sont intégrées dans la base de données. Et ça va un peu loin parce que plusieurs supermarchés, mais ça c'est dans leur cas d'espèce, vont développer des points d'alerte pour avertir quand un produit arrive à date d'expiration et même aussi au niveau du fabricant lui-même. Donc, ce sont des différents points d'alerte qui pourront anticiper, de faire comprendre qu'il y a tel produit qui arrive à telle date de péremption et les supermarchés vont anticiper pour faire sortir cela des rayons ou alors faire des actions de promotion de manière rapide. Mais ça va aussi plus loin. Si on prend l'exemple du consommateur, mais lui, il peut avoir des informations au niveau nutritionnel. Donc ça intéresse par exemple M. Kandem. Donc c'est important de pouvoir engager les consommateurs aujourd'hui qui veulent avoir des informations peut-être au niveau nutritionnel. Ben, qu'est-ce qu'il y a dessus en termes de scoring? Et donc, ce lien-là permet directement de pouvoir accéder à ces informations sur des allergies, sur tous ces différents points, en un seul clic, en scannant le code barre. Parce que ce n'est pas toujours des choses où on marche avec et autres, et la partie lisible sur le packaging, ben, c'est une dématérialisation. Elle peut être un peu abîmée ou autre, mais en scannant cette partie de code barre, on accède à ces informations, donc qui peuvent engager le consommateur à voilà, générer plus. Donc, comme je dis, ben, oui, l'intégration se fait sur une base de données avec une partie de visée, que ce soit au niveau du producteur ou des supermarchés. Chacun a son orientation, le gain qu'il va avoir derrière,
mais c'est justement accompagner l'implémentation. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et bon, maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on entame la prochaine phase. Madame Rose, vous êtes un peu calme. Je suppose qu'on a répondu à votre première préoccupation. Oui, Monsieur Kandem. Oui, merci. Euh, C'était juste un petit détail. Tout à l'heure, Monsieur Fabrice a signalé que après une formation, euh, les producteurs peuvent eux-mêmes faire les mises à jour. Je voulais juste savoir si c'est GS1 qui fait ces formations ou bien ça doit être organisé différemment. Merci. Oui. Ben, la question, c'est peut-être de s'appuyer sur des acteurs comme vous qui vont être des ambassadeurs, peut-être former des ambassadeurs qui pourront aussi former des autres. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas un aspect de coût financier, mais c'est plus de pouvoir saisir ces opportunités d'innovation. Donc oui, des formations, peut-être en s'appuyant sur des ambassadeurs qui vont amplifier. Oui, allez-y, Monsieur Fabrice. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Madame Grasse, depuis on ne vous a pas entendu. Je ne sais pas si vous êtes encore présente avec nous. Ok. Bon, on va passer quand même à la prochaine question que j'ai pour Madame Nathalie. Quel est le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs aujourd'hui locaux en termes de normalisation en général, hein, mais plus spécifiquement au Côte-Barre, avec aujourd'hui la ZLECAf qui est à notre porte. Je crois que vous faites partie, si je vais vous laisser quand même introduire là-dessus, vous faites partie des personnes qui sont en charge de mettre en place ces normes-là qui vont être utilisées partout dans la ZLECAf. Donc déjà, en termes de normes en général, mais plus précisément sur le Côte-Barre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos entrepreneurs qui sont présents et ceux qui vont voir? D'accord. Il est en train de pleuvoir, donc j'espère que comment dire, la qualité du son n'est pas touchée. En fait, avant de répondre, avant de donner le conseil, il y a un terme sur lequel je vais revenir, c'est sur le terme normalisation. Le terme normalisation, je l'utilise pas beaucoup parce que la normalisation est un processus d'élaboration des normes, en fait. Et voilà. Donc, j'utiliserai plutôt le terme de mise en conformité, de la conformité aux normes, pour parler de, voilà, pour parler aux producteurs. Donc, le conseil que je peux donner aux producteurs, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes sont fabriquées par tous et pour tous. Par tous parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un organisme qui fabrique des normes. C'est un ensemble d'acteurs, de parties prenantes constituées en équipes pluridisciplinaires qu'on appelle les comités techniques qui fabriquent les normes au sein d'un organisme de normalisation, en fait. Bon, c'est ce qui se passe au niveau de la norme. Donc, pour tous, parce que les normes permettent d'avoir un langage commun concernant le commerce des produits. Bon, l'exemple que je vais prendre pour que chacun ait son image de ce langage commun-là concerne le terme jus au Cameroun. Le terme jus au Cameroun, en termes de boisson, ça représente toute boisson sucrée. En fait, que ce soit un soda, boisson gazeuse, que ce soit un jus naturel, que ce soit, on dit, je veux le jus. Imaginez quelqu'un qui vient de l'extérieur, ou bien même nous-mêmes aussi, s'il faut écrire une norme pour le jus façon camerounaise. Là-dessus, il y aura les jus naturels, les boissons gazeuses, les sodas, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que les normes sont scindées, en fait, en produits. Donc, ce sont les produits présentant des caractéristiques identiques techniquement, technologiquement et autres.
en fait. Donc, c'est pour parler au niveau de la nation, on parle de jus naturel. Qu'est-ce que c'est un jus naturel? En termes de caractéristiques, en termes de pourcentage de fruits, de fruits dans le jus. On parle de boissons rafraîchissantes ou soda. On entend quoi par ça? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le nom, c'est par tous et pour tous. Donc, pour tous, pour faciliter le commerce, pour qu'on on parle comment dire, le même langage. Donc, pour les producteurs, vraiment, la mise en conformité est une obligation. On ne fabrique pas un produit pour soi. On le fabrique pour qu'il soit consommé et acheté, pour qu'il soit acheté et consommé par les clients, en fait. Donc, plus on a des clients, plus le produit qu'on fabrique, comment dire, il est acheté, plus l'entreprise se porte, plus elle croit, en fait. Donc, c'est pas une faveur, c'est une obligation, en fait, en tant qu'entité morale, de s'arrimer aux normes. Et maintenant, on a des accords comme la ZLECAf qui sont en train d'arriver. Et dans la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange intercontinentale africaine, en fait. C'est-à-dire quoi? Là-dedans, il y a, c'est combien de pays? Je crois 46 ou bien 52, sur les 52, je ne me rappelle plus exactement du nombre exact des pays qui ont signé les accords de la ZLECAf. Mais là-dedans, il y a les pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, qui sont très avancés en termes de conformité aux normes, qui vont encore plus concurrencer les produits du Cameroun. Donc, je veux dire, c'est pas une faveur, ça remonte aux normes alimentaires. Les normes alimentaires, moi j'ai dit, je fais ce métier depuis 24 ans. J'ai fait mes études, pas ici au Cameroun, c'était en Europe. Et là-bas, on parlait des directives 93, 80. Il y a des pays où c'est même depuis 1960 que ces normes alimentaires existent. Donc, pour dire que le Cameroun est super en retard, très en retard même, non seulement au niveau mondial, mais encore au niveau africain, au Nigeria, qui est juste à côté, parce que des fois, on va regarder l'Afrique du Sud est loin. Le Nigeria, qui est juste à côté, là, qui est constitué de 100% de la population pour nous. En fait, les compétences aussi concernent les produits qui viennent du Cameroun. En fait, comment que les produits sont librement, presque librement vendus ici? Parce que les producteurs, comment dire, ne blaguent pas avec la mise en œuvre des normes dans leur unité de transformation. Donc, pour dire qu'on ne peut donner qu'un conseil de s'aligner aux normes. Et pour chuter concernant les codes, les identifiants, le code barre, il faut choisir le code barre qui est reconnu et reconnaissable. C'est-à-dire, au premier coup d'œil, le consommateur, l'acheteur du produit n'a pas réfléchi que ce produit-ci vient d'où. Mais qui voit 617, il sait que c'est le code identifiant du Cameroun. Il sait que ça, c'est le maître du Cameroun. Donc, ça listait les. Comment dire? Ça listait. Oui. C'est tout unique, tout simplement. Donc, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Fabrice, le conseil que je peux donner. Alors, d'accord, merci beaucoup, Nathalie. Monsieur Fabrice, est-ce que vous pouvez nous donner un mot là-dessus sur l'accompagnement, en fait, l'utilisation des codes avec l'ouverture des frontières? Comment est-ce que ça va venir aider pour la compétitivité surtout et la visibilité des produits made in Cameroun avec le code barre 617 qui est donné aujourd'hui par GS1 Cameroun, par exemple? Comme Nathalie l'a dit, on a déjà un identifiant visuel avec tous les codes barres 1D et tout qui commencent par 617. Mais plus loin, on va pouvoir aider justement en termes de compétitivité en donnant des informations qui vont le plus engager les consommateurs, mais vont aussi donner une crédibilité au niveau international. Donc, même en termes de partenaires, je prends l'exemple du voisin Nigeria ou Afrique du Sud où on exporte également.
ben, le fait d'avoir un code barre conforme permet déjà de partager des informations avec ces autres partenaires de l'autre côté et donner des informations le plus possible aux consommateurs. Donc, en termes de compétitivité, c'est vraiment énorme et je pense qu'il faudrait qu'on puisse prendre rapidement en marche, surtout avec ces décapes qui arrivent, ce défi, parce que les autres sont déjà prêts. Ils sont déjà très avancés, comme Nathalie venait de le souligner. C'est à nous de rapidement combler ces lacunes. Oui, allez-y, monsieur Eke. Oui, pardon, Nathalie, oui. Non, il faut finir. C'est après que je vais rajouter quelque chose que j'ai juste oublié. Oui, je pense que voilà, au risque de répéter, la compétitivité, aujourd'hui, elle est accessible. On est là pour accompagner. Et il faut comprendre que peut-être derrière le tout petit code barre se situe énormément d'avantages et d'anticipation sur le commerce de demain, notamment les interactions, comme je venais de dire, avec ses partenaires, avec le consommateur, avec les agences de régulation. Tout ça, c'est caché derrière un identifiant unique et international qui peut être basique, qui est le code barre, mais dont les portées sont énormissimes. Et encore une fois, on doit rattraper tout ce retard. D'accord, merci beaucoup, monsieur Fabrice. Nathalie? Oui, je voulais juste rajouter que, parce que le public camerounais croit que comment dire, la FLEFCAP, non, c'est quelque chose d'effectif. Et en ce moment, ce qui se passe au niveau de l'Union africaine pour faciliter la FLEFCAP, c'est la normalisation, comment dire, l'harmonisation des normes, en fait, au niveau de l'Union africaine par l'ARSO, qui est l'Organisation africaine de normalisation. Moi, je connais les travaux qui sont en train d'être menés en ce moment au niveau de l'ARSO pour cette harmonisation-là. C'est-à-dire quoi? L'objectif, c'est que un produit, un certificat de conformité valable partout. C'est-à-dire, si votre produit est certifié au Cameroun, il doit pouvoir être certifiable, il doit pouvoir être commercialisable grâce à cette certification obtenue au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc, pour dire que c'est quelque chose de très sérieux, je veux partir de ces comités, d'un groupe de travail, justement, sur les schémas de certification au niveau de l'ARSO. C'est quelque chose d'effectif qu'on est en train de mettre en place, en fait. Les normes africaines, il y en a qui sont déjà élaborés et validés, qui sont déjà même disponibles, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire dans 5 ans, dans le futur. Non, c'est déjà là, en fait. C'est vrai que les produits ne sont pas encore, bon, pour ne pas aussi, pour plusieurs raisons que je connais pas. Bref, mais voilà, c'est un truc qui est déjà en cours, en fait. C'est ça, c'est ça. Vous avez dit quelque chose qui est très important et que moi je dis, il faudrait que nous sortons d'ici avec cette information. Vous avez dit un produit, un certificat. C'est déjà le langage prôné par GS1 Cameroun qui est un code barre, un produit ou bien un produit, un code barre. Et vous avez aussi dit, on a tous intérêt à parler la même langue, qui est déjà le slogan de GS1 Cameroun. Donc, c'est très important. Je vais dire, il y a des questions, je ne sais pas, Monsieur Kandem, Madame Fadimatou, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Bon, peut-être moi, c'est juste pour dire, à ce niveau, je suis assez satisfait. Je pense communiquer avec ma base clientèle de producteurs dans divers secteurs. D'accord, Bon, il va y avoir des intérêts et puis il faudrait qu'on puisse revenir vers vous par rapport à cette thématique. exactement. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Voilà. D'accord. Je vais déjà mettre, comment c'est dit? Je- Madame Pauline, est-ce que vous voulez aussi intervenir? Oui, je voudrais demander, please, I wish to ask if at each batch of production you need to have a barcode. If you are producing, like if I produce today and then
the next week I'm still producing, I need a barcode because people are talking of expiry date. If I produce today, it will not expire the same date like the other one of next week. Let me introduce myself. I'm in agro processing. I deal with soya beans and granola. Okay. Yeah, I press soya beans and extract the oil. So I give out the cake for feed production. Then the oil, I'm not yet at the level of refining, so I give out the oil to for refinery to refine it. But I Because saw, I have not yet had the means. okay. Yeah. But I saw your profile picture. I saw it was a bottle of oil and a gallon of oil. Do you know yet produce? Yes, I did that. I did that because we're coming to Yaoundé, so I did that so I can come and expose it there. Okay. I don't package it yet. Okay. I don't package it yet. Yes, I'm still looking into packaging. That's why I'm interested in all this. Okay. I'm still looking into packaging. Yes. Monsieur Fabrice, est-ce que vous voulez répondre à la question Maybe firstly, don't worry, Pauline. I think when we get the barcode, we get the training for that. Obviously, there's some missing of basic training. Otherwise, that question will not come up. But roughly, let's say that you don't need another barcode. But when you're going to have the training, you will see. I can't go deep to the detail, but the barcode is a unique one for one product. So the number of batch or whatever is some other information dynamic. You can just get that in your database, and you have to share that maybe with regulatory or not, but it's not really correlated to the barcode at this level. Exactly. Ok. Oui, Nathalie, tu voulais intervenir là. Non, je voulais juste intervenir pour m'excuser parce que là, j'ai une autre réunion à 17h. En fait, une autre réunion en ligne. On a terminé. Donc, comme on a beaucoup, oui, voilà. on a un peu tiré. C'est vrai qu'on a un peu tiré sur ton temps. Déjà, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité. Mais je voulais laisser, si tu voulais passer peut-être un message sur tes activités et par exemple ton numéro de téléphone pour ceux qui veulent te joindre avant que tu ne partes, quoi. Peut-être tu accompagnes les entreprises. Il y a plusieurs Oui, entreprises. pour ceux qui veulent me joindre, oui, bon, je vais rapidement donner mon numéro de téléphone. C'est le 6 99 99 71 06. D'accord. Voilà, j'accompagne les exactement. 99 encore. 699 99 71 06. Si vous voulez rejoindre Madame Nathalie, oui, c'est ça. qui accompagne les entrepreneurs aussi pour la conformité de leurs produits, n'hésitez pas. Déjà, merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur Kandem, on va passer à vous. On va finir là, on va bientôt finir. Au revoir, Nathalie. Yes. Yes. Au revoir. Yes, merci. Thank you, Nathalie. It was just to address the topic, the preoccupation of Mrs. Pauline and maybe other participants. Okay. We support our customer also in funding bottles and cans for their products or packaging generally. Okay. So maybe we can talk afterwards as well. Yes. Okay. You can just, so, I don't know if you leave your contact I can just in the messages. Just leave your contact in the messages. Your contact, please. Your contact, yes, please. my phone number is 692 53 7767. I repeat, 692 53 7767. Mr. Camden. Name. Okay, Camden. Arnaud Camden from Detosh Industries. It's fine. Merci beaucoup à vous tous. Merci. From Detosh Industries, the company. Merci déjà. Okay, thank you. On voit très clairement que c'est pas juste une plateforme de discussion sur les différents accompagnements que j'ai un peu mettre à votre disposition, mais c'est aussi une plateforme de partage et de rencontre pour les entreprises et pour travailler. Monsieur Fabrice, on va clôturer avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos entrepreneurs qui sont présents et ceux qui vont écouter ce live, bien sûr? Ben, j'aurais laissé la conclusion faite justement par Nathalie de dire qu'on vit une globalité aujourd'hui où il faudrait qu'on arrive tous pour profiter avec un seul langage. Donc, comme elle a dit au niveau de ASSO, c'est une seule norme qui va transiter dans toute la CELECAF.
Et il faut savoir qu'au niveau de certains pays, ben, le code barre est déjà acté comme étant l'identifiant unique déjà du produit intégré. Donc ici, il faudrait que voilà, nos opérateurs puissent effectivement comprendre ce bien fondé et très vite prendre cet avantage, surtout qu'en termes de coût, ça ne coûte pas grand-chose et que c'est juste la formation et la sensibilisation, comme on est en train de faire, qui permet d'ouvrir un petit peu voilà, tout cet éventail d'innovation. Et on est là pour ça. C'est l'ADN de GS1 Cameroun. Super. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Merci à tous pour votre temps. On a un peu prolongé, bien sûr, mais je crois que c'était plutôt intéressant. Donc, merci et bonne journée. Et je crois qu'on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine édition de notre session de webinaire. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir et bon week-end. OK. Merci.